7 décembre, le mois des célébrations par excellence. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir comme toujours depuis le début de l'année. 2021 s'engage sur la dernière portion du chemin qui va l'amener à la Saint-Sylvestre. 2021, comme 2020, va rester dans l'histoire comme une année exceptionnelle. Plusieurs vivants ne vivent plus désormais. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui pieusement sont morts, la foule vienne et prie. Samedi prochain, la foule devrait venir et prier à Couvé pour la mémoire de l'ancien Premier ministre, Maître Yaoui Agbouibor. L'avocat et défenseur des droits de l'homme laisse derrière un pays dans lequel les questions des droits de l'homme orneront les pages des journaux et les écrits des militants associatifs toute la semaine prochaine. Restriction de liberté publique, détention d'acteurs politiques, autocensure, des thèmes qui semblent avoir la peau dure. Il y a 30 ans déjà, les mêmes thématiques mobilisaient les foules sur une bonne partie du territoire national parce que les questions de la faune, du sorabi, celles de la liberté de presse ou encore de la liberté de culte maintenaient le pays sur une liste de pays fermés. Le pays a depuis connu des ouvertures. Les acteurs du renouveau se sont probablement rappelés vendredi dernier l'attaque de la primature le 3 décembre 1991. Ce petit matin-là, des bruits d'armes automatiques de mortiers avaient rythmé la journée des populations de Lomé. Le processus démocratique venait alors de prendre un coup. L'autre Premier ministre, Maître Joseph Kokou Kofigo, également avocat et défenseur des droits de l'homme, arrêté et conduit à Lomé 2, ressortira affaibli. Les observateurs diront de même de la démocratie naissante. En invitant plusieurs pays africains la semaine prochaine à plancher justement sur la démocratie, la nouvelle administration américaine a semblé distribuer les bonnes et mauvaises notes. Malheureusement, celle inconnue du Togo n'a pas permis de trouver le nom du pays sur cette liste. On le retrouvera plus loin sur celle des pays menacés par les djihadistes. Les civils armés ont visiblement pointé leurs armes sur les pays côtiers. Une opération conjointe, mais pourtant en déroute une partie du contingent. Une autre partie fait des victimes dans les rangs des militaires au Bénin, au Togo, sans aucun doute que civils et militaires retiennent leur souffle. C'est le temps des prières, pour que cette mauvaise conjoncture n'entame le climat de paix et de sécurité au Togo, comme l'ont déjà fait d'autres fléaux comme le VIH-Sida et la Covid-19. Le 1er décembre dernier, la vieille pandémie de 40 ans a rappelé aux humains qu'elle n'a pas disparu. Elle s'est juste tue parce que la science lui a trouvé des antirétroviraux en attendant un ou des vaccins. Les grands laboratoires pressent lentement les pas pour annoncer un jour ce vaccin miracle, comme ils l'ont déjà fait par contre plus rapidement pour la Covid-19. Les virus sont tous des éléments infiniment petits, mais ils ne semblent pas avoir les mêmes prix. C'est une chanson ivoirienne qui dit que les moutons se promènent ensemble, mais n'ont justement pas les mêmes prix. En cette fin d'année, ceux qui veulent manger du mouton doivent mettre le prix. Les FDR ont dû certainement mettre le prix pour leur 5e anniversaire. Avec nous ce jour, Maître Dodi Apevon, président des FDR. Les questions au FDR, les forces démocratiques pour la République, sont reçues sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en œuvre de l'émission est assurée par Romaric Freitas. Monsieur le Président, bonjour et bon anniversaire. Merci, Pierrot. Comment vous allez? Je vais bien. Et la fête, les séquelles ou les retombées de la fête? Ben, pas oui. Un peu fatigué? Oui, bien sûr. Quand vous vous mobilisez pour un événement pareil, ça laisse toujours des traces, mais ça laisse également la joie du travail fait, du travail bien fait. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait durant cette période-là pour nous rappeler que nous avons justement 5 ans. Et nous relancer véritablement dans la bataille qui nous a fait naître il y a 5 ans. Je disais tantôt que pour ceux qui veulent bien manger du mouton en cette fin d'année, ils doivent mettre le prix. Vous avez sans doute vous décarcassé en cherchant des moyens pour célébrer un anniversaire, les 5 ans d'un parti politique. Est-ce que c'est pas coûteux? C'est-à-dire que ce que nous avons fait, et ça vous surprendra, mais d'abord, l'endroit où on a célébré cet événement, c'est un endroit connu de nous, chez les presbytériens. Et ça ne nous coûte que, la location de la salle ne nous coûte que 50 000 francs. Bon, en dehors de déjà 50 000 francs, il y a une petite décoration qu'on a mise. Et puis, les militants se sont mobilisés eux-mêmes, sont débrouillés pour assurer leur propre déplacement. Le reste, c'est les militants eux-mêmes qui ont cotisé pour la sonorisation et tous les autres éléments. Parce qu'après les événements, nous avons partagé quelque chose entre nous. Et ça, c'est la contribution de tous les militants.
Donc, nous avons assumé nous-mêmes, chacun à sa manière, les frais de cet événement. C'est vrai que c'est pas courant hein, d'écouter un acteur politique dire que les militants ont contribué à ceci ou à cela. C'est souvent le contraire qui est dit en ce qui concerne les partis politiques au Togo. Cela suppose sans doute qu'au FDR, on a des militants relativement modèles. Oui, mais on a commencé à imposer ce schéma-là à tout le monde. Parce que le parti, généralement, les gens croient que c'est celui qui est à la tête qui est le responsable de la recherche des moyens pour faire fonctionner le parti. Mais moi, je répète toujours aux militants de FDR que notre parti FDR n'est pas la propriété de Maître Apévon. J'ai mis une idée, les gens se sont joints à moi, on a créé un parti, mais ce n'est pas mon parti. C'est le parti de tous les militants. Demain, si moi je ne suis pas là, il faut que le parti survive. Alors, si on pense que celui qui est à la tête, c'est lui qui doit aller chercher tel moyen, les petits moyens de fonctionnement, le jour où il ne sera plus là, donc le parti disparaîtra. Il y a des partis qu'on a connus dans ce pays qui ne se rappellent même plus, des militants ne se rappellent même plus qu'il avait existé un jour dans ce parti, ou ils avaient milité un jour dans ce parti. Mais nous voulons faire vivre les FDR. Nous voulons faire en sorte que ceux qui l'animent aujourd'hui puissent aider à faire en sorte que ceux qui vont venir demain puissent tenir le flambeau de ce parti et le faire vivre pendant longtemps, puisque nous voulons installer ce parti-là sur toute l'étendue du territoire, et c'est ce que nous avons réussi à faire, mais nous voulons intensifier l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire, et en faire un parti, justement, une force dans laquelle se reconnaissent la grande majorité des Togolais. Donc, en ce moment-là, si on le fait et qu'on ne leur apprend pas dès à présent que chacun doit contribuer, même la plus petite contribution, même si c'est 100 francs que vous apportez, ça permet au parti de vivre. À l'intérieur du parti, de l'intérieur du pays, on a commencé à imprimer cette idée-là à nos militants pour qu'ils se mettent réellement au rendez-vous de ce que nous voulons faire. Il faut dire que c'est relativement nouveau, c'est une forme de rupture, ce que vous prônez au FDR. La contribution des militants à la gestion du parti, ça ne doit pas être facile pour vous, sans doute, parce que les Togolais ou une bonne partie de ceux qui militent dans les partis politiques ne sont pas habitués à cette façon de faire. Oui, bien sûr, ça vous avez totalement raison, Pierrot, parce que ce que nous avons connu avant, et nous connaissons, ce n'est pas parce que les gens contribuent que vous n'avez pas d'autres militants qui viennent vous solliciter pour X, Y. Au parti politique, parfois, bon, c'est vrai que c'est la misère qui entraîne tout ça. Mais il a un petit problème de santé, il a un problème, son enfant doit aller à l'école, bon, il n'a pas les frais de scolarité, ils viennent solliciter souvent, parfois même pour le pain de matin, ils viennent vous solliciter. Ça, les sollicitations sont multiformes. Et ça, on ne peut pas y échapper. Mais pour l'activité du parti, en tant qu'activité, pour que le parti fonctionne, eh bien, il est important que les militants comprennent que chacun doit prendre ce parti comme son propre parti ou son propre bien et travailler pour sa survie. Donc, c'est ce que nous avons commencé. Mais ça n'empêche pas que pour des grands événements, on puisse réfléchir, attendre la main à ceux qui peuvent aider, etc. Voilà. Aujourd'hui, au Togo, c'est très, très difficile de trouver des gens qui sont ouverts, qui décidés à aider pour que le parti avance. Bien sûr, vous les rencontrez dans la rue, ils vous disent « Ah oui, mais faites quelque chose, il faut que le pays avance. » Mais ils ne sont pas prêts à vous aider à avancer. À l'annonce de cet anniversaire, sans doute que beaucoup se sont dit 5 ans déjà, parce que c'est un peu comme si c'était hier. Je me rappelle, c'était samedi matin, là-bas, quelque part sur le terrain bas-fond du collège Saint-Joseph de Lomé. C'est allé très vite quand même, les 5 ans. Oui, mais 5 ans, ça passe très vite. Ça passe très, très, très vite. Et vous avez raison de rappeler ce 26 novembre 2016. Nous nous sommes lancés dans cette affaire-là comme des téméraires. Parce que le contexte dans lequel le parti a été créé, tout le monde le sait, les gens ne vendaient pas trop cher notre peau.
Ben, il y en a même qui s'en moquaient en disant ouf, qu'est-ce que vous voulez, la situation étant déjà compliquée, qu'est-ce que vous allez chercher dans cette galère-là, créer un parti en ce moment-là, c'était quelque chose de compliqué. Mais c'est un défi que nous sommes lancés en faisant en sorte que les gens qui viennent soient convaincus justement de la cause qu'ils défendent. Et c'est vrai que nous-mêmes, on était partis un peu avec beaucoup d'hésitation au départ, parce que nous avons réellement hésité, nous avons réfléchi pendant longtemps avant de nous lancer là-dedans, mais nous avons été heureux de constater que tous ceux à qui on a fait appel, sur toute l'étendue du territoire, il n'y a pas de préfecture, une seule préfecture qui manquait à l'appel. Les délégations sont venues de partout, et le bas-fond du collège Saint-Joseph était noir de monde, la patame qu'on a construite était totalement remplie, et nous avons été heureux de constater cette foule-là enthousiaste pour lancer le parti. Et l'enthousiasme-là a demeuré et nous a permis de faire le travail d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. Et je crois que c'est quelque chose qui, au départ, qui nous faisait peur, mais aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans le parti des hommes et des femmes de qualité qui sont décidés à faire de FDR un parti d'avenir. Et ça, je les remercie, je les en félicite. Vous avez remonté un peu l'histoire. Il y a 5 ans, effectivement, il y a eu la création de votre parti. Un certain nombre de Togolais connaissent un peu cette histoire parce que vous étiez à ce moment-là au CA, le comité d'action pour le renouveau. C'était une option que de créer un parti politique 5 ans après. Est-ce que vous la regrettez, cette option-là? Non, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que je ne voudrais pas rappeler cette période difficile, je ne voulais pas revenir sur les détails, mais le rejet dont nous avions fait l'objet à l'époque, on n'avait pas d'autre choix. La porte était fermée, mais nous n'avions d'autres issues que de faire ce que nous avons fait. Et comme le disent les Saintes Écritures, on dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, parfois devient la pierre d'angle. Et nous ne regrettons pas aujourd'hui d'avoir eu la témérité et l'audace de créer ce parti. Parce qu'aujourd'hui, ce parti est animé par réellement, comme je le disais tantôt, des hommes et des femmes de bonne volonté et qui sont décidés dans la difficulté, dans les tribulations, mais sont décidés à avancer. Et nous allons avancer. On ne regrette pas du tout d'avoir possédé cet acte-là en ce moment-là. En ce moment-là, vous parlez déjà de défis. Sans doute que vous saviez que diriger un parti politique dans le contexte togolais, ça ne doit pas être facile. Nous aurons le temps de faire un peu le bilan de ce que vous aviez pu faire en 5 ans. Mais on se rappelle quand même que vous étiez venu pour recréer l'espoir ou redonner l'espoir aux Togolais. Oui. Je ne sais pas s'il est trop tôt de vous demander si cet espoir il est naissant ou pas au niveau des Togolais, qui se retrouve au niveau de votre parti politique ou au-delà. Je ne sais pas s'il est trop tôt de demander cette question. Non, ce n'est pas trop tôt. Vous faites bien d'ailleurs de le rappeler. Mais chez nous, au FDR, recréer l'espoir est une question de longue haleine. On ne s'est pas donné un temps précis en disant dans 6 mois, il faut que l'espoir revienne. Parce que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui au Togo et que nous traînons depuis des années, mais nous mettrons réellement du temps pour les endiguer, ces difficultés-là. Vous vous rappelez, depuis les années 90, d'abord avant les années 90, nous avons vécu dans ce pays sous un régime de parti unique, avec tout ce que vous avez connu comme avatar de ce régime-là, mais qui subsiste toujours à l'heure actuelle. L'utilisation à outrance de la peur, les brimades, les emprisonnements, la mise à contribution de la justice togolaise pour emprisonner les gens pour un oui ou un non, pendant cette période de parti unique, c'est les éléments majeurs qui prévalaient jusqu'au moment où on croyait dans les années 90 que oui, avec le soulèvement populaire là, oui, on allait entrer dans une ère nouvelle. Mais cette ère nouvelle là, si on voulait réellement y entrer, il fallait en payer le prix.
Mais nous voulons aller au paradis sans mourir. Et personne ne voulait mourir à l'époque. Des grands dirigeants que nous avions, nos grands frères à l'époque, qui normalement devaient donner l'exemple pour nous permettre de dire, oui, mais réglons d'abord le problème du parti unique, puisque aujourd'hui, on est presque toujours dans le régime de parti unique. Alors, donc, en ce moment-là, nos grands frères ou nos partis, ceux qui avaient l'ambition de faire de ce pays un Togo prospère, refaire les choses autrement, auraient pu au moins se ressaisir pour dire non, non, arrêtons-nous d'abord. Ne mettons pas véritablement le problème de régner, le problème de conquête du pouvoir en avant. Réglons le problème. Trouvons une solution d'abord à ceux qui gouvernent le pays pour créer les conditions de l'alternance. Mais malheureusement, ceux qui avaient germé, qui se sont présentés à ce moment-là, au lieu d'être une richesse pour nous, s'est révélé être plutôt pour une difficulté supplémentaire parce que on n'a pas collaboré, on s'est pas aidé, on s'est détruit, on s'est mis les bâtons dans les roues et tout ça. Et ça a continué jusqu'au moment où le parti unique qui on croyait à l'époque affaibli, totalement affaibli, mais a repris du poids de la bête. Vous avez rappelé tout à l'heure fort justement l'attaque de la primature, l'affaiblissement du Premier ministre et tout ça. Mais à partir de ce moment-là, ils ont repris le pouvoir, l'effectivité du pouvoir. Et c'est depuis ce qu'on a vécu jusqu'au décès du général Yandema. Et les conditions dans lesquelles son fils est venu, aujourd'hui, c'est pour la pérennisation de cette période noire, difficile que nous avons connue. Et aujourd'hui, la peur est toujours utilisée comme instrument pour terroriser les Togolais. L'emprisonnement que nous connaissons aujourd'hui pour c'est dire qu'on a fait des manifestations de rue, on a arrêté des gens et que des gens soient encore en prison aujourd'hui à cause des manifestations de rue, c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que nous-mêmes nous avons compris que finalement, cette période difficile, tant qu'on continuera à nous comporter comme on le fait aujourd'hui, mais c'est justement la dictature qui va pousser des ailes, continuera à nous terroriser tous. C'est la chose la plus compliquée que nous devons régler. Et nous sommes venus en cette période-là pour dire, oui, mais écoutez, la chose était difficile, nous devons essayer de nous parler. Parce qu'à l'époque, déjà, en 2016, les partis politiques ne se parlaient presque pas, mais nous sommes venus, on a dit non, il faut faire quelque chose. Nous avons commencé petitement, avec un petit groupe, le groupe des 6. Avec le groupe des 6, on s'est approché de nos amis du groupe du CAP 2015, et on a décidé de nous parler. On a fait l'effort de surmonter les difficultés et de nous parler. Et on y est arrivé. On a commencé à élaborer des programmes quand l'événement lancé par Tipeee est venu. Et nous sommes joints au PNP pour créer la C14. Mais comme les démons nous poursuivent toujours, cet outil de combat que nous avons nous-mêmes et qui séduisait, qui enchantait les Togolais. Et dans cet outil-là, les Togolais retrouvaient justement l'espoir. Mais on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Nous avons volontairement détruit cet outil de combat-là pour nous retrouver aujourd'hui totalement dans la boue, par terre. Vous parlez de démons. Pourquoi parlez-vous de démons? Je ne sais pas. Si ce n'était pas un démon, qu'est-ce qui a pu justifier que ce que nous avons, les Togolais nous appellent toujours à l'union, et que ce que nous avons réussi à faire, qu'est-ce qui a pu se passer pour que la C14 puisse partir comme ça en lambeaux, détruit par nous-mêmes? Qu'est-ce qui a pu se passer? Si ce ne sont pas des démons qui nous poursuivent. Selon vous, c'est l'une des dernières grandes réalisations de l'opposition ces dernières années, visiblement, quand vous écoutez. Mais bien sûr, nous avons fait du chemin, nous avons connu des regroupements dans le passé. Mais c'est vrai que ces regroupements se sont disloqués, et parce que la bonne volonté qui doit animer les uns et les autres pour que les regroupements survivent. Mais cette bonne volonté, moi je constate aujourd'hui qu'elle n'est pas là. Et surtout, ça nous arrive toujours en période électorale. Au moment où il n'y a pas d'élection, on dit oui, venez, regroupons-nous, faisons ceci. Mais dès que des questions électorales s'y mêlent, ben voilà, l'intention d'être celui-ci, d'être le premier, d'être machin, d'occuper telle place, fait que ben,
on ne surmonte pas cette difficulté et les regroupements se disloquent. Et finalement, mais oui, on a connu souvent le Togo et tout ça, ça a fait leurs effets jusqu'à le dernier regroupement qui est la C14. Moi, en dehors de la C14, jusqu'à aujourd'hui, on a quoi? On n'a plus rien du tout. Mais en cette période-là où on a créé la C14, mais sur toute l'étendue du territoire, il y a du mouvement partout. Même avant, les milieux qui ne réagissaient pas au regroupement, qui ne manifestaient pas, mais tous ces milieux-là, toutes ces préfectures se sont jointes au mouvement et on avait compris qu'à partir de la C14, on pouvait régler définitivement le problème de l'alternance au Togo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et on doit s'interroger. Vous parlez de démons, c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire politique de notre pays, des regroupements, il y en a eu au niveau de l'opposition. Après la C14, il y a eu de nouvelles tentatives, notamment celle qui a permis à un certain nombre de partis de se retrouver à la DMK. Je ne sais pas si demain, vous qui êtes au niveau de l'opposition, vous aurez encore la chance de vous retrouver dans un autre regroupement. Mais il faut y travailler, parce que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vrai que ce qui s'est passé au cours de la dernière élection présidentielle a fait qu'aujourd'hui, nous sommes totalement plus divisés que jamais. Et ce n'est même plus la division. Avant, c'était un peu la division, les calculs politiciens, celui-ci veut occuper tel pas. Mais aujourd'hui, c'est la haine. C'est la haine qui a pris le dessus dans notre combat politique. Parce que lorsque vous entendez les discours, les insultes, les dénigrements, à longueur de journée, on a l'impression que certains n'ont pour mission que ça. Du matin au soir, ils sont sur les plateformes, ils dénigrent, ils insultent. Alors finalement, la question que vous posez, mais vous faites tout ça là pour aboutir à quoi? Au même moment, ces personnes disent, ah oui, mais il faut quand même que les choses bougent pour qu'on arrive à quoi? Créer un bloc. Mais vous allez créer un bloc avec quoi? Avec les insultes? Vous créez un bloc de l'opposition contre l'adversaire que nous connaissons tous, l'adversaire commun. C'est avec les insultes que vous allez créer le bloc? Ce ne sont pas avec les dénigrements que vous allez créer le bloc. Alors, je ne sais pas. Quand quelque chose se passe, mais parfois il faut avoir le courage de faire du recul pour y réfléchir. Mais ce que nous avons au Togo et qui pose problème, c'est que personne n'a envie véritablement de faire table rase de ce qui arrive, de s'arrêter, de faire sa propre autocritique pour savoir qu'est-ce qui se passe. Tout à l'heure, j'étais à la messe de 8 heures, mais celui qui a célébré, le célébrant, a raconté une histoire qui m'a plu. Il a raconté l'histoire de deux jeunes hommes qui étaient dans un véhicule et qui passaient, qui causaient. Et par inadvertance, par inattention, on vu une vieille femme qui traversait la route. Ils ont essayé de freiner, celui qui conduisait a essayé de freiner, mais malheureusement, le véhicule a accroché la dame. Ça, ce n'est pas encore grave. Inattention, accident, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce qui est arrivé après, qui est grave, c'est que les jeunes hommes, selon l'histoire qu'on nous a racontée, au lieu de s'arrêter, ils disaient, oh, ce n'est pas trop bien grave, et ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite, et ils ont continué, et puis à un moment donné, il y avait quelque chose qui retenait, ils entendaient quelque chose de bizarre, ils étaient obligés de s'arrêter plus loin. Mais quand ils sont sortis du véhicule, ils ont vu que une partie des vêtements de la dame était accrochée à une partie du véhicule. Ce qui veut dire que depuis l'endroit où l'accident s'est produit, ils ont traîné la vieille parce que son vêtement était accroché au véhicule. Ils l'ont traîné sur toute cette longue distance-là. C'est ce qui a provoqué finalement sa mort. Il aurait pu s'arrêter. On l'aurait accusé d'avoir blessé une vieille femme par inattention. C'est moins grave. Mais fuir et traîner la vieille sur cette distance-là et provoquer sa mort, c'est ça qui est plus terrible. Alors, le problème chez nous ici, quand un événement arrive, c'est parfois un événement peut-être moins grave. Mais l'amplification qu'on lui donne,
la joie qu'on se donne pour amplifier cet événement, pour revenir là-dessus, revenir, ressasser, être content, parce qu'on a l'impression que attaquer d'autres, les insulter, les dénigrer, les voir dans la boue, c'est ça la joie du Togolais. Est-ce que c'est Togolais, justement, c'est la question que j'allais me poser. Quand on regarde la sociologie du Togolais, est-ce que c'est propre à nous? Est-ce qu'ailleurs, au Sénégal, au Mali, au Malawi, en Afrique du Sud, les acteurs ou les populations se comportent autrement que les comportements qu'on a des Togolais, que vous notez là? Oui, mais chaque pays a ses problèmes. Mais nous n'allons pas dire, oui, mais les Sénégalais, les Malawites se comportent de la même manière et que les problèmes que nous avons ici, nous ne devons pas nous arrêter pour savoir comment nous devons les régler. Nous avons des problèmes. Tout le monde est conscient aujourd'hui que nous sommes en difficulté. Si nous sommes en difficulté, comment nous faisons? Parce que le problème, si nous ici, est ce que nous devons aussi apprendre. Nous avons accepté nous-mêmes d'être dans le multipartisme. Le multipartisme, c'est la pluralité d'opinions. Mais on ne peut pas être dans le pluralisme et dire, oui, mais moi j'ai une opinion. C'est mon opinion qui est la meilleure, je l'impose. Mais vous n'êtes plus dans le multipartisme. Vous n'êtes plus en démocratie en ce moment-là. L'opinion de l'autre aussi compte. Il faut s'arrêter pour l'écouter. Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que son opinion, les idées qu'il propose, qu'est-ce que ça a apporté? On peut prendre quelque chose dans ces idées et ajouter à ce que l'autre dit pour fabriquer pour concevoir quelque chose. Ce que vous découvrez là, est-ce que c'est la réalité du Togo ou c'est la réalité propre à l'opposition? Est-ce que c'est de l'opposition que vous parlez? Mais je parle de l'opposition. C'est vrai que ceux qui nous gouvernent, ils ont leur logique. Eux, ils veulent utiliser la brutalité, la force, la peur et tout ça pour nous maintenir dans la servitude. Mais c'est à nous de dire, mais nous devons sortir de cette servitude-là. Parce que le pouvoir, lui, il a intérêt aujourd'hui que les gens renoncent à tout, les gens aient peur pour dire oui, à partir de ce moment-là, moi je ne touche plus les rien. Et c'est ça aussi un drame. D'abord, beaucoup de Togolais, depuis que les mouvements ont commencé, beaucoup de Togolais vous disent, ah, moi, je suis fils, je suis le seul dans ma famille, moi je préfère aller petitement dans mon travail et gagner mon... Vos affaires politiques là, ça ne me concerne pas. Il vous le dit jusqu'au moment où il a des difficultés, il vient vous voir et dit, ah, on m'a triché, on m'a volé. Et qui vous a triché? Il dit, ah, mais c'est ceux qui sont au pouvoir. Alors, vous dites que vous ne faites rien pour qu'ils parlent, et quand vous avez des difficultés, vous sollicitez qui pour le faire? La deuxième difficulté, c'est que souvent dans les églises, il y a certains qui croient aujourd'hui qu'aller prier Dieu dispense de faire quelque chose pour sa nation. Parce que vous allez vous confier à Dieu. On dit que c'est Dieu qui fera tout. Dieu lui-même, il descendra pour le faire. Non, Dieu ne descend jamais du ciel pour régler les problèmes. C'est vous-même, lorsque vous ne commencez pas quelque chose, Dieu n'intervient pas. On prie, c'est bien, nous avons le droit de... Nous devons prier chaque jour Dieu, et il intervient. Mais le citoyen lui-même doit mettre la main à la pâte. Si tu ne le mets pas sur les genoux, Dieu ne te le mettra jamais sur la tête. Ce que vous décrivez, à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si certains sont indignes d'être acteurs politiques, puisque depuis les années 90, si on regarde bien le processus politique au Togo, ce que vous décrivez là, ou ce que vous dénoncez, semble être une plaie. Depuis la conférence nationale déjà, ou au sorti de la conférence nationale déjà, et on a noté les insultes, les invectives, si ce n'est pas tel, ce ne sera pas l'autre, ou si ce n'est pas moi, ce ne sera pas l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'indignité carrément pour un certain nombre d'acteurs qui se sont révélés ou qui se sont accaparés du titre d'acteurs politiques au Togo? Non, je ne parlerai pas d'indignité. Si je parlais d'indignité, c'est que c'est une insulte grave à l'égard de la classe politique. Non. C'est-à-dire que il peut arriver qu'à un moment donné, vous ayez une conception de quelque chose. Vous avez cru qu'en le faisant comme ça peut régler le problème. Parce que vous êtes en position de pouvoir le régler, peut-être tout seul. Mais au fil des années, lorsque ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Il faut se poser des questions pour dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Si tant est que vous avez la volonté que les choses réellement puissent se régler,
Mais vous devez vous arrêter pour vous interroger. Et c'est cette interrogation-là, c'est à cette interrogation que j'appelle la classe politique. Ça fait 1 an, nous avons fait notre conseil national. Et nous avons lancé un appel en disant oui, ce qui s'est passé en 2020 a laissé beaucoup de séquelles, a laissé des plaies. Les gens sont aigris, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été traités injustement. Je le dis avec force. Mais tout cela, ça a laissé des blessures. Mais que ceux qui ont créé ces blessures, ou ceux qui ont subi ces blessures, nous puissions faire une pause, prier et nous pardonner mutuellement. Mais la chose également que j'ai ajouté cette fois-ci, c'est que même Jésus qui parle de pardon, parle en même temps du repentir. Parce que lorsque vous commettez une faute, vous agressez quelqu'un, la condition pour que la personne vous pardonne, c'est que vous repentez. Lorsque vous ne reconnaissez pas lui avoir fait du tort, mais lorsque vous parlez de pardon, à ce moment-là, c'est pas compliqué. Nous devons reconnaître, moi-même qui suis ici, j'ai probablement offensé des gens. Dans de la défense logique, normale, de mon point de vue. Parce que mon point de vue que je défendais à l'époque, c'est que nous devions tout faire pour avoir un candidat pour l'opposition. Et nous avons renoncé, nous, volontairement, à présenter un candidat pour l'élection de 2020. Mais au moment où ça allait être appliqué, la procédure mise en place n'était pas correcte. Elle n'était pas démocratique. C'est vrai qu'en le disant, mais j'ai probablement, ou nous, notre parti a probablement offensé des gens. C'est pourquoi, à notre anniversaire, la dernière fois, dans mon intervention, j'ai dit, si dans la défense normale de nos positions, parce que mais pour nos positions à l'époque étaient justes et normales, si nous avons offensé quelqu'un, nous prions ces gens-là de bien vouloir nous le pardonner. Alors, la démarche là doit être une démarche aujourd'hui admise par tout le monde. Qu'en un moment donné, on s'est fait du tort, on a commis du tort à l'égard de X ou Y. Demandons pardon et obtenons le pardon. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Mettons des noms sur ce que vous proposez. On sait qu'à la dernière élection présidentielle, au final, un candidat a été choisi, c'est l'ancien Premier ministre Agbemé Kodjo, porté par la dynamique Monseigneur Podro. Est-ce que c'est à cette dynamique, par exemple, de présenter des excuses? C'est ce que vous voulez dire? Je parle de tout le monde. Je vais commencer par moi-même d'abord. Je dis, dans cette période difficile-là, on a eu à prendre des positions. Nous avons défendu des positions. Mais pour vous, on le sait maintenant. Oui, oui, on le sait pour vous. Même ceux qui, à un moment donné, parce que nous avons proposé deux choses, que l'opposition, dans son ensemble, accepte de faire l'effort pour qu'on ait un candidat pour toute l'opposition. Mais certains ont dit non, on a une élection à 2 tours, on ne doit pas aller, on ne doit plus s'embarrasser de cette affaire de candidat. Mais lorsque nous continuons à marteler ça, ça a dû déplaire à des gens. Lorsque on a mis le principe en application, la manière dont ça a été fait, dont certains ont été écartés, ça a dû déplaire. Donc je dis, tout le monde, chacun doit s'interroger. Donc c'est tous les acteurs de l'opposition. Bien sûr, c'est à tous les acteurs que moi je m'adresse. Même ceux qui ont été offensés, dans leur réaction, ils ont dû avoir des comportements qui ont aggravé peut-être la situation. Nous devons nous reconnaître que nous ne sommes pas dans des situations idéales aujourd'hui pour parler de regroupement de l'opposition, qui est d'ailleurs une nécessité. Je disais dans mon discours que l'opposition doit s'unir, doit faire l'effort pour s'unir ou périr. Parce que face au pouvoir aujourd'hui qui nous terrorise, mais si on ne recrée pas cette force-là pour en face, pour leur résister, mais nous sommes perdus. Sur la question de l'union, c'est vrai que vous en avez parlé la dernière fois à votre célébration, mais il y a un parti politique aussi qui en parle, la CPP, qui il y a quelques jours aussi lance un nouvel appel à ce que les forces de l'opposition se retrouvent. Est-ce que c'est un appel qui fait écho au FDR? Bon, ben, tout ce qui peut faire appel, ce qui peut parler de l'union, dans la sincérité, parce que ce que moi je dis là, c'est la sincérité qui doit guider nos actions désormais. Parce que nous avons créé des unions dans le passé, à la va-vite. Bon, parce que les circonstances l'exigeaient, bon, ok, X Kodjo vient, toi aussi viens. Mais il y a peut-être des gens même qui ne sont pas convaincus par l'idée d'un regroupement de l'opposition.
C'est pour ça que je dis désormais, pour parler d'union de l'opposition, il faut commencer d'abord par une réflexion profonde de ce que nous devons faire dans une union. Si nous nous retrouvons dans une union, nous nous retrouvons pour parler d'union de l'opposition, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit plus se retrouver comme on l'a fait à la C14, sans aucun règlement pour diriger nos actions, sans aucune limite aux actions de X ou Y. On se lève chaque matin, on fait les actions et on revient pour faire le bilan. Non. Il faut avoir d'abord, mener une réflexion profonde. Et lorsque nous mettons 1, 2, 3 ou 4, 5 se mettre d'accord, il faut avoir un écrit, il faut avoir un règlement, il faut avoir des règles. Vous appelez à une certaine professionnalisation. Mais bien sûr, ce qu'on a fait jusque-là, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Vous avez eu à adresser un discours à votre célébration. Ce discours, nous allons le regarder parce que c'est un point nous semble être important à éclairer. Vous parlez d'aventure au départ, quand vous vous êtes engagé, oui. Parce que sur ce discours, tout de go, vous parlez d'aventure. Vous parlez également de courage, parce que sans doute qu'il fallait avoir du courage pour s'engager et lancer un parti politique. Pourquoi est-ce que vous comparez cet engagement-là à une forme d'aventure? Oui, je parlais de l'époque, la période en 2016, où on allait lancer, nous avons un double défi. Vous n'étiez pas tout jeune quand même sur la scène politique. Oui, mais, vous connaissiez cette scène. Oui, mais moi, je ne suis pas jeune. Mais un parti, on dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul arbre là-bas ne fait pas la forêt. Moi, j'ai peut-être de l'expérience, mais il faut avoir des gens autour de soi, des gens qui partagent la vision que vous professez pour être ensemble avec vous pour lancer un parti politique. Est-ce que les gens sont prêts à aller dans ce qu'on propose là et faire la politique autrement? Parce que souvent, les militants viennent, certains, je ne dis pas tous les militants, certains vont dans des partis politiques parce qu'ils veulent se positionner rapidement. Et ils viennent et ils disent, ah, moi je vais entrer dans cette politique, dans ce parti-là, si demain des élections locales ou je ne sais pas bien, moi, il faut qu'on me trouve une place. Ces gens de militants n'ont pas de place au FDR. Et je le martèle, prenons du temps pour construire un parti. Si vous voulez être candidat demain, vous devez le mériter. Ce n'est pas vos actions sur le terrain. La manière dont on vous connaît, la manière dont vous vous impliquez, qui fera de vous demain un candidat. Mais venir seulement avec l'intention parce que moi, je vais aller faire un peu de gymnastique. Donc, dès qu'on m'accepte là, je dois être candidat. Mais ceux qui l'ont expérimenté ont compris que ce n'est pas ça. Le modèle de candidat ou le modèle de militant au FDS, c'est celui qui d'abord participe à la vie du parti politique. Et bien sûr. C'est celui qui, par exemple, ne vient pas forcément pour être candidat à une élection. Tout à fait. Et tout le monde doit le comprendre avant de venir. Et dès le début, tous ceux qui viennent, tous ceux avec qui on a créé ce parti, on s'est mis d'accord que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Donc, ce n'était pas évident en 2016, au moment où on a lancé ce parti, qu'on puisse être compris et qu'on puisse au moins émerger comme on l'a fait. C'est ça la grande difficulté. C'est pour ça que je parlais tantôt de témérité. Mais avec force et courage, avec notre travail sur le terrain, ben, nous sommes imposés. Nous sommes imposés aujourd'hui comme un parti incontournable au Togo. On ne peut pas parler aujourd'hui d'activité de parti politique sans parler des FDS. C'est vrai qu'on parle des FDS, mais l'ambition des FDS, c'est d'être la première force politique du pays. Est-ce que ce n'est pas utopique ça? Pourquoi c'est utopique? Nous avons créé un parti. Si en 5 ans, nous avons fait ce que nous... Et puis justement, je ne dirais pas dans les préparations, mais un peu trop rapidement, on a été à des élections locales. C'est les seules élections auxquelles on a participé jusqu'à présent. Mais à cette période-là, avoir 28 conseillers,
avec aujourd'hui, nous avons 3 maires, nous avons 3 adjoints au maire et on a des conseillers un peu partout, qui font d'ailleurs du travail de qualité. Vous prenez le maire Amaglo aujourd'hui, vous prenez l'adjoint Tcholenyano dans Golfe 4, vous prenez Koudjodji dans Golfe 1, vous prenez les 2 maires d'Anvo, mais c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de bien aujourd'hui. C'est le début, on titube encore, on essaie, on apprend. Mais avec le temps, les jeunes qui sont partis, ils vont finir par s'imposer. Parce que ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de donner la place à la jeunesse. Nous avons atteint un certain âge aujourd'hui. Au cours de la dernière élection, des dernières élections locales, on m'a dit d'être candidat d'Anfo ou à Lomé. J'ai dit non. Nous, on a un certain âge. C'est vrai que c'est bien, mais donnons également la chance aux jeunes qui nous suivent. Ils peuvent laisser leur le temps d'aller apprendre aussi, d'aller. C'est pour ça que volontairement, j'ai appuyé la candidature, tout ce monde-là, mais j'ai choisi volontairement de ne pas être candidat pour donner la place, donner la chance à d'autres d'émerger. C'est parce que lorsque vous brillez tout seul et que les autres sont éteints, vous ne constituez pas un parti. Lorsque vous aurez des militants qui brillent à Dakpen, à Mango, à Vaux, à Gio et autres là, quand vous mettez ces éléments, tous ces militants là ensemble, le parti va briller. Sur la question d'être première force politique du pays, je reviens sur cette question-là parce que sur les 30 dernières années, les partis traditionnels, comme le cas l'UTD, l'UFC, ces partis ont eu des difficultés à s'imposer comme la première force politique du pays, même au Rassemblement du peuple togolais, le RPT, ce parti a dû changer de nom pour devenir uni. Et quand on voit un peu les résultats des élections, c'est un résultat que très souvent, vous qui êtes au niveau de l'opposition, vous contestez quand le parti au pouvoir gagne, on peut être amené à se poser la question de savoir si dit qu'on veut devenir première force politique dans un pays comme le Togo, est-ce que c'est pas utopique? Non, mais c'est-à-dire que lorsque vous avez un parti comme le nôtre aujourd'hui, qui est sur le terrain, qui a décidé réellement, dans l'honnêteté, dans la franchise, d'aborder les problèmes, comme on le fait, avec le courage des militants qui sont sur le terrain, avec les moyens dont nous disposons, qui sont prêts eux-mêmes à contribuer aux activités du parti. Mais ne pas avoir ambition de faire ce parti la première fois, alors là, donc ça veut dire qu'on ne sait pas nous, ce que nous voulons nous-mêmes. C'est une ambition légitime. Et nous voulons y travailler. Nous voulons faire en sorte que, avec le temps, je ne vous ai pas dit que dans 2 ans, le parti FDR deviendrait la première force du parti. Je ne vous ai pas dit dans 2 ans. Mais nous disons qu'à terme, ce parti doit s'imposer et devenir la première force du parti, du pays. Si aujourd'hui, lorsqu'on compare la situation aujourd'hui, nous pouvons nous vanter au moins, au niveau de l'opposition, d'être au moins parmi les 3 premiers. Alors, qui est le premier? Non, mais au regard des élections dont on a les résultats aujourd'hui, mais au moins en termes de... Parce que les élections auxquelles nous avons participé, c'est les élections locales. Le parti qui a plus de conseillers ou plus de maires que nous, c'est l'ANC. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est évident. Et si on doit parler de nombre de maires qu'un parti gère, est-ce que c'est pas dans celui qui vient dans le cadre après, c'est nous. Est-ce que c'est pas dans le cadre d'un regroupement que vous avez pu faire ce type de score? Ah oui, mais c'est un regroupement, c'est bien vrai. Mais si le parti lui-même n'a pas de militants de qualité, ne soit pas battu sur le terrain, mais vous n'aurez pas de résultats. C'est bien d'avoir des ambitions, mais c'est aussi bien d'avoir les moyens pour pouvoir réussir ces ambitions. Vous aviez dit que vous avez des militants qui sont dévoués, mais il ne s'agit pas forcément d'avoir des militants pour réaliser des scores lors des élections ou de faire de la politique, tout simplement. En termes de moyens, est-ce que vous pensez que vous êtes apte, par exemple, à les mobiliser pour voir les ambitions qui sont les vôtres, pour pouvoir les assouvir? Oui, mais c'est ça, une nécessité pour un parti politique, ou pour un dirigeant de parti politique. En dehors de ce que les militants font en termes de contribution, mais on ne peut pas se contenter des contributions des militants
pour parler des élections majeures comme les législatives qui vont pointer le nez bientôt, ou comme une élection présidentielle par exemple. En dehors de ce que le parti fait lui-même, il faut faire en sorte que vous plaisiez à d'autres, ou que d'autres vous apportent leur contribution. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter seulement aux contributions des militants. Nous venons de passer 45 minutes. Les 45 minutes sont passées aussi très vite comme les 5 ans. Les 5 ans, ça passe très vite. Nous allons demander aux auditeurs de participer à l'émission. Mais je rappelle quand même que nous aurons à évoquer d'autres sujets de l'actualité dans un instant, puisque votre parti, les FDR, ont eu à participer aux dernières discussions politiques dans notre pays. Ouais. Nous évoquerons aussi la mémoire de l'ancien Premier ministre, Maître Yaoui Abouibo, qui sera inhumé samedi prochain chez lui là-bas, à Couvé dans le Yoto. Ouais. Le téléphone, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom? Bozambo, votre question. Bonjour, monsieur Bozambo. Comment ça va? Je vais très bien. Monsieur Apévan, j'ai vu votre vidéo la semaine passée, vous avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Il me semble que les Congolais sont là pour voter seulement. Voter, c'est parce que il y a pour voter qu'on ne trouve pas jamais les résultats, les bons résultats. Donc nous sommes là comme des moutons, des vaches qu'on met dans le jardin de quelqu'un d'aller manger des maïs, personne ne peut dire rien. Donc nous sommes là pour voter, mais il n'y a pas le résultat. Dernière élection que nous avons fait comme local là, jusqu'à présent, avec et jeunes, il y a fait des problèmes de limitation. On ne trouve pas. Sur la carte de M. Petit, il y avait quelques villages comme Djemeki et Dazé, tout ça là, dans la préfecture de la paix. Ils sont de canton de Dazé. Mais, sur le plan, si vous allez rentrer sur le terrain, c'est pour payer qui couvrir tout ça là. Après la fois dernière, ce qui m'avait étonné, Dazé, qui est à côté de Baja, à 1 km, à 2 km, à 3 km de Baja, qui est dans la préfecture de la paix, il y avait une chef qui est là-bas depuis 26 ans. On vient encore de planter une chef en disant qu'il est de viol. Bozambo. Allô, Bozambo. Hein? À Bozambo. Souvent, vous, dans ce pays, vous les opposants, souvent, vous venez à Bagé pour voir ce que je suis en train de dire. Merci. Ok, j'aurais bien aimé que Bozambo puisse m'écouter pour que je puisse dialoguer avec lui. Malheureusement, Bozambo est allé au bout de sa logique. Je ne sais pas si vous avez une réaction à ce qu'il vient de dire. Non, mais ça dit qu'il est en train de déplorer les dysfonctionnements qu'on constate souvent au cours des élections, le problème de découpage, le problème de chefferie qu'il dénonce. Tout ça, c'est des problèmes réels qu'il soulève et qui doit amener justement les gouvernants, pas rechercher coûte que coûte à s'imposer par les élections, mais à faire les choses de telle manière que les gens aient confiance en ce qu'ils font. Parce que un dirigeant n'a d'importance que lorsque ce dirigeant est en phase avec ceux qu'il gouverne. Il y a la question de Josiane Lawson. Elle demande si le débat même qui porte sur l'union de l'opposition, est-ce que ce débat n'est pas porteur de division? Parce que, par exemple, vous, si on vous demandait, par exemple, là, il cite la présence de l'ANC ou encore la présence de la DMK, si éventuellement on vous demandait de soutenir une de ces deux structures, déjà, vous portez les gemmes ou vous exhibez les gemmes de division. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Non, oui, ce qu'il dit, ça fait partie de nos difficultés. Et ça, je l'ai dit tantôt. Mais le problème ne doit pas se poser en ces termes-là. Ce n'est pas supporter X, supporter Y, tel parti. Lorsque nous avons une règle claire, que voilà, désormais, c'est de cette manière que les choses vont se passer chez nous. Donc, lorsque la personne ou le parti répond aux règles qu'on a fixées, on n'a pas besoin de dire on va aller supporter X, Y, ça va créer des divisions. Donc, il faut s'entendre sur les règles dès le départ. Et lorsque vous mettez ensemble à partir des règles établies et que tout le monde approuve, mais les divisions, c'est fini.
Bien, merci. Après Bozambo, le deuxième auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Emmanuel de Bagdad. Emmanuel. Emmanuel. Oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur Apéron. Oui, bonjour, monsieur Emmanuel. Ça me plaît beaucoup votre parole que vous dites à monsieur. C'est comme ça doit se passer le système politique togolais. Hein? Étant donné que la C14 est mort, il est toutefois demandé aux autres acteurs de vous réunir comme vous l'avez fait avec la C14. Je pense que ça peut aller. Et si ce n'est pas possible, de faire les élections primaires pour élire un mentor pour vous représenter à l'élection. Ok. C'est-à-dire une ensemble dans sous-ensemble, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Le mentor, c'est lui l'ensemble. Les sous-ensembles, ce sont les éléments, les petits partis associations qui vont supporter dans le mentor. Bien, Ok, merci. 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 Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Sa suggestion, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui. Moi, si vous m'aviez observé mon discours la dernière fois, je dis pourquoi une opposition arrive à s'entendre, ou les partis s'entendent dans une opposition, il ne faut pas privilégier un point de vue unique. Il faut qu'on ait la capacité d'écouter même le point de vue de ceux qu'on considère comme des petits. Il n'existe pas de petit parti. Du moment où le parti existe en tant que parti, mais il a quelque chose à dire. Alors, ce qu'il propose en disant, oui, mais le moment venu, mais pourquoi ne pas s'entendre sur... pourquoi ne pas faire des primaires pour désigner un candidat? Il parlait justement d'une élection présidentielle. Mais pourquoi pas? C'est une idée qu'on peut peut-être... On l'a même déjà évoqué à un moment donné dans notre opposition. Là. Et je dis, la volonté probablement est là. Mais la mise en application doit demander plus de doigté, plus de patience et plus de respect mutuel. Lorsqu'on ne se respecte pas, on considère déjà, et certains se considèrent déjà comme exclus de ce que vous voulez faire, mais c'est normal qu'ils ne participent pas. Et surtout si le responsable, pas seulement le responsable, j'allais dire, les militants qu'on doit convaincre et les amener à adhérer, à participer à ce qu'on veut construire, si les militants ne sont pas convaincus, ils ne viendront pas. Voilà. C'est noté. Après Emmanuel, un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Alors, Bonjour. bonjour, Baba. Baba, vous êtes à l'antenne. Depuis Davier. Oui. On vous écoute. Bonjour, président. Oui, bonjour, monsieur Baba. Moi, ce que moi j'ai à dire, avant de faire tout juste, il faut manger. Et jusqu'alors, jusqu'à nos jours maintenant, les prix alimentaires sont chers au marché. Comment vous, les présidents, vous faites, puisqu'on a un peu d'appui quoi, pour manger à notre frère? Ouais. Merci. Bien, merci. Voilà une question qui revient tout le temps, la question de la cherté de la vie. C'est curieux quand même que cette question, elle est devenue une question relativement nationale, puisque dans beaucoup de régions de notre pays aujourd'hui, on semble dire que les choses ne vont pas du tout dans le sens qu'on l'aurait bien voulu. Ah mais les gens ont raison. Les gens ont raison. Nous, au FDL, nous disons que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, bon, ils ont pris le pouvoir dans des conditions que nous décrions. Mais ce que nous demandons au moins, qu'ils profitent au moins de leur présence pour s'occuper du quotidien des Togolais. Mais s'ils sont là, pas des élections que nous contestons, et puis ils ne peuvent pas régler nos problèmes, mais ça devient quelque chose d'inacceptable. On a l'impression aujourd'hui que les gens gouvernent le pays uniquement pour les gens qui sont de leur parti. Mais la vie chère dont on parle là, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans Uni aujourd'hui qui souffrent de la vie chère. Quand on a dit que le bol du maïs a grimpé à un moment donné jusqu'à 800 francs, et lorsque vous comparez le prix de ce bol avec à côté le Bénin,
Et vous constatez que ça coûte moins cher au Bénin. Alors qu'on nous dit ici qu'on a une structure qui achète le maïs, qui déverse le maïs pour temporiser, pour réguler le prix, alors que le maïs coûte chez nous plus cher, et il y a problème. Lorsque vous prenez des matériaux de construction, vous prenez le ciment, on vous dit que le ciment coûte 80 000 chez nous, et vous prenez le Bénin, ça coûte 68 000, vous prenez le Sénégal, ça coûte 65 000, vous prenez le Burkina, ça fait 60 000, la tonne, alors que le Burkina vient acheter du clinker au Togo pour aller fabriquer son ciment. Mais il y a énormément de choses que les gens ne comprennent pas. Et puis surtout en cette période de Covid, dans d'autres pays, on a pris des mesures pour aider les gens, parce que tout le monde souffre. Covid est venu déglinguer l'économie dans d'autres pays. Le Togo aussi avait fait Novici. Novici, c'est quoi Novici? C'est quand même aussi un peu grave. Je suis d'accord, mais en réalité, c'est perçu plus comme de la séduction, c'est-à-dire que distribuer de l'argent. Ce qu'on dit, il y a des mesures que le gouvernement n'aurait pas dû prendre. En cette période-là, augmenter par exemple le prix du péage, augmenter le prix de ceci, mais ce n'est pas le prix de l'essence. Mais ce n'est pas en cette période qu'on va augmenter le prix de l'essence. Mais si ça s'imposait... Comment s'imposer? Si ça s'imposait à l'international. Mais ça s'imposait. Le prix est souvent... on nous dit qu'on est indexé sur le prix de l'international. Quand ça augmente, on augmente. Quand ça baisse... depuis quand on nous a dit, oui, bon, ça a baissé à tel moment et on a fait... L'année dernière, ça a été une ou deux fois revenu à la baisse. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas bien. Et lorsque les gens se plaignent aujourd'hui, mais c'est vous dire que les Togolais souffrent. Ceux qui sont là aujourd'hui dans l'opulence, ils ne savent pas comment les gens sont dans la misère. Comment les gens souffrent. Comment les gens se débrouillent pour trouver 100 francs, 1000 francs pour manger au quotidien. C'est compliqué. Alors, dans ces conditions, lorsque les gens parlent de vie chère, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils vivent ça dans leur chair tous les jours, dans leur peau. Il y a la question de Christian, quand on évoque toujours la nécessité d'avoir ou de converger les énergies au niveau de l'opposition, il dit au moment où il y a les vrais et les faux opposants, est-ce que ce n'est pas un débat qui est faussé au départ? En fait, au Togo, on sait qu'il y a une distinction qui est faite entre les vrais opposants et les faux opposants. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette affaire depuis le début. Parce que la bêtise dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire que depuis le début, il y a pas certains qui ont cru que pour être maintenu le terrain, être les mieux cotés dans l'opposition, il faut que les autres descendent. Et c'est lorsqu'on voit les autres disparaître que eux, ils émergent. On a fabriqué des choses pour les uns, les autres et tout ça. On a dit celui-ci, il va faire ceci, etc. Bon, c'est vrai, peut-être que ça a porté des fruits à un moment donné. Mais ceux qui se sentaient victimes de ce dénigrement, ils ont répliqué. Ils ont commencé aussi à fabriquer des gazets contre les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est englué dans cette connerie-là, en disant, vous êtes appelés à aller faire un combat commun contre quelqu'un qui vous pose les mêmes problèmes. Mais au lieu de vous entendre, vous dites, mais comment nous faisons en donnant la place à chacun? On dit, ah non, celui-ci, il est mauvais. Celui-ci, il est vendu. Celui-ci, il est ceci, manchet. Mais le moment venu, on dit, mais pourquoi vous ne vous unissez pas? Alors, les gens sont classés, catégorisés en disant, non, lui, il n'est pas bon parce qu'il est vendu, il est ceci, mais il est acheté. Les FDS sont dans quelle catégorie? Je ne sais pas. Ça dépend de ceux qui classent les gens. Donc, moi, je ne classe personne. Vous ne classez pas les gens? Moi, je ne classe personne. Bien, merci. Ceux qui ont la volonté de travailler pour qu'on sorte des difficultés, mais bienvenue. Merci. Un autre auditeur. Nous sommes en train d'échanger ce jour avec le président de FDR. Nous venons de passer 60 minutes ensemble. Il nous reste encore une trentaine de minutes. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, à l'antenne, c'est Pelé? C'est David. Oui, ah, ok, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour David. Merci beaucoup. La question,
vous avez dit maintenant que vous avez établi des règles pour les recrutements futurs. Moi, mon inquiétude, c'est que si j'ai la chance de rentrer en ligne, je pose cette question à vous de la terre politique. Parmi les recrutements, il y a des gens parmi vous qui s'en vont monnayer et la lutte parce que tous les plans que vous faites, la terre politique le savent déjà, à part votre gouvernement. Avec ce blocage, comment est-ce que vous allez s'en sortir? Ça, c'est le problème de vous ici. Peut-être que vous en connaissez plus que moi, mais ça existe. Les gens s'en vont vendre la vérité. Comment vous allez s'en sortir? Moi, j'ai une question. C'est que la présence de l'opposition sur le mécanisme de territoire, parfois ça n'existe pas. Et avec ce problème-là, vous avez l'envie d'aller chaque fois aux élections. Après, c'est des contestations. Est-ce que vous pouvez changer la main du père, la position au Togo? C'est mon problème. Bien, merci, cher ami. Merci, David, de nous avoir contactés pour les deux questions. Sur la question de la présence des taupes parmi vous. Non, David a raison. On ne peut pas dire a priori que si on est dans un regroupement, il n'y a pas de quelqu'un qui cherche à saboter un peu ou à faire ceci. Mais c'est tout cela qui doit faire partie des règles qu'on doit fixer. Et parce que parfois aussi, les gens parlent d'autres sans avoir de preuves. Et les règles que nous devons nous fixer désormais, c'est dire que lorsque vous vous engagez dans ce combat-là, et que finalement, on découvre que par des recoupements, on a des éléments, que celui-ci a posé tel acte. Il faut prévoir déjà comment le groupe doit se comporter par rapport à celui-là. Et ça, il faut l'écrire désormais. Il faut écrire tout ça. Est-ce que par le passé, par exemple, vous avez eu connaissance que certains acteurs aient eu ce type de comportement? Ben bon, je ne suis pas venu aujourd'hui pour jeter la pierre à qui que ce soit. Moi, j'appelle les uns les autres à se remettre en cause. Même si quelqu'un avait eu un type de comportement dans le passé, il est temps. Et s'il veut réellement le changement, il est temps qu'il renonce à ça et revienne avec des comportements nouveaux pour qu'on puisse reconstruire une opposition capable d'être un répondant demain sur le terrain politique. Voilà, c'est ça. La deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est vrai qu'il dit que l'opposition n'existe pas sur tout le temps. Il a raison. Les gens nous font souvent ces critiques-là, que nous avons des chances d'avoir des... Vous êtes à Lomé. À Lomé. D'avoir les radios, les ceci, plus présents, mais dans le septentrion, compte tenu de nos moyens, etc., on existe, hein, on est là, on est présent dans ces milieux-là, mais pas autant qu'à Lomé. Alors maintenant, il faut changer justement de paradigme, faire en sorte qu'on puisse trouver les moyens pour nous intéresser véritablement et emballer d'une certaine manière ces milieux-là. Et je vous dis, et c'est pour ça que je regrette aujourd'hui amèrement la dislocation de la C14, parce que pendant cette période-là, mais tous ces milieux-là ont commencé à se réveiller. De Sokodé jusqu'à en passant par Djarpanga jusqu'à Sinkase. Mais les gens ont commencé à se réveiller. Si on avait maintenu cet outil de combat et on avait travaillé ensemble, la main dans la main, en nous aimant, mais on aurait pu réaliser quelque chose. Mais comme je le dis, la haine de l'autre et tout ça ont pris le dessus et nous avons détruit l'outil. Il y a la question de Kwame Mensah à Dantor. Il a l'impression que beaucoup de Togolais ne s'intéressent plus à la chose politique. Comment faire pour réveiller les Togolais à s'intéresser de nouveau à la politique? Et c'est l'affaire de nous tous. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je l'ai dit dans mon intervention la dernière fois, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il y a tout le monde. Il y a les journalistes, il y a les partis politiques, il y a la société civile, le citoyen lambda, la diaspora. Tout le monde est dedans. Parce que nous nous plaisons dans nos difficultés. On a l'impression que lorsque les gens, vous allez au combat et que votre armée est en plein débâcle, mais il y a des gens qui sont derrière, qui font partie de la même armée, mais qui sont quelque part, qui applaudissent en disant, oui, mais voilà, nous sommes en débâcle. Non, en réalité, on doit être plus anxieux. Si nous voulons réellement le bien de ce pays, au lieu de nous glorifier, au lieu de nous vanter, au lieu d'être contents. Ah oui, mais celui-ci, on est allé aux élections, il a ceci, on lui a attribué ceci. Insulte sur insulte.
Mais on doit être plus soucieux. Et se réveiller chaque matin pour dire, mais quel est le mauvais sort qu'on nous a jeté? Comment nous devons faire pour sortir de ce mauvais sort? Et prier constamment. Et pour que nous puissions rompre justement ce mauvais sort-là et nous retrouver. Mais au lieu de rester englués justement dans cette position de complaisance, mais bien sûr, demain, les gens nous jugeront. Sur la question des moqueries, par exemple, il y a eu le cas récent de Jean-Paul Oumoulou, qui est un activiste nommé ambassadeur par la DMK du côté de la Suisse. Certains étaient relativement heureux qu'il soit finalement arrêté, détenu. Comment est-ce que vous avez vécu cette arrestation-là et cette détention qui continue? Non, moi, on est sur le combat, dans le combat politique. Moi, je ne peux pas, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Jean-Paul Oumoulou, c'est vrai, lui aussi là, il a ses problèmes, ses comportements parfois assez bizarres, mais moi, je ne peux pas me réjouir de l'arrestation de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est également dans le combat. Mais nous devons nous réaliser, nous devons repenser le combat. Parce qu'il est l'un de ceux qui ont le plus dénigré les gens. Moi, j'ai été malade de la Covid, là. J'allais mourir. J'allais mourir. J'étais à 2 doigts de la mort. Mais j'ai entendu ceux-là, lui, à la diaspora, dire que oui, mais moi, et puis un autre a pris la relève, un énergumène, la dernière fois, en disant, oui, mais ok, nous on dit qu'on a été atteint de la Covid, on a été acheté, on a été manipulé. Pour moi, ma maladie, ce qui m'a amené au seuil de la mort, on me dit que je m'amuse avec parce que j'ai été acheté par quelqu'un. Mais c'est osé. Il y a des choses que les gens doivent considérer. La nature a ses règles. La nature a ses... Quoi qu'on dise, on ne peut pas se lever et dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Ce n'est pas bien. Si nous voulons que ce pays change, nous devons nous remettre en cause fondamentalement. On ne peut pas se lever et dire n'importe quoi sur l'autre. Alors, aujourd'hui, il est arrêté. Moi, je suis dans la douleur en même temps que lui et sa famille. Qu'il est privé de sa liberté. Mais on prie qu'il sorte de là. Mais demain, lorsqu'il va recommencer à parler de politique, qu'il sache que mais ce n'est pas de manière aussi grandiloquente, en croyant qu'ils ont la science infuse. C'est eux qui sont les décideurs. C'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui maîtrisent tout. Et tu maîtrises quoi? Tu maîtrises quoi? Le monde est un monde. Parfois, il y a des choses même qu'on ne voit pas dans le monde. C'est jouer au suffisant à tout moment là, ce n'est pas ça qui va nous faire sortir de nos difficultés. Quand on parlait de prière, je rappelle qu'au niveau de la DMK, on parle de 7 jours de prière pour la libération justement de Jean-Paul Oumoulou. Mais moi, il y a cette question qui ne concerne pas Jean-Paul Oumoulou, mais qui concerne quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez fait une partie de votre route sur le plan politique, c'est Maître Yahweh Agouiboy, sera inhumé le week-end prochain à Couvé chez lui là-bas, dans la préfecture de Yoto. Est-ce que vous serez Couvé? Mais pourquoi pas? Pourquoi je ne serai pas à Couvé? Agouibo, c'est d'abord mon père. Il est mon père, parce que Agouibo, c'est grâce à lui que je suis devenu aujourd'hui avocat. Et je dirais que c'est grâce à lui que je suis entré en politique. Si je n'étais pas au cabinet de Maître Agouibo, je ne serais pas aujourd'hui sur la scène politique. Je n'ai jamais rêvé de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il m'a pris dans son cabinet, j'ai été son stagiaire, et il m'a formé en tant qu'avocat, et que finalement, la défense des droits de l'homme, la manière dont il était impliqué dans la défense des droits, m'a séduit à telle enseigne que j'ai emboîté ses pas. Et c'est ce qui m'a fatalement amené en politique aujourd'hui. Mais il vous a fait d'une certaine manière. Il vous a fait politiquement, il vous a fait sur le plan de la vie tout court. Oui, ça je le reconnais. C'est pourquoi celui-là ne peut pas aujourd'hui à son décès que je n'aille pas m'incliner sur sa dépouille mortelle. C'est même inimaginable. Les gens croient que, bon, il y a eu quelques difficultés entre lui et moi entre-temps. C'est vrai. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a pris notre chemin. Mais depuis un certain moment, Maître Agouibo et moi, on s'est retrouvés. Mais les gens croient que le tiraillement... En politique, il y a des choses qui arrivent, mais il faut avoir le courage parfois de tourner la page.
parce que pendant la période du dialogue, qui s'est terminé en queue de poisson là, mais on a voyagé lui et moi une fois sur Conakry, entre Conakry et Accra. On a discuté de beaucoup de choses. Donc il y a pas, lui et moi on n'est pas des ennemis jusqu'à son décès. On échange. Donc, dire que je ne dois pas aller à Kouvé, ça va être même un crime. Un crime. Ça va être un crime. C'est vrai que vous êtes au FDS, certains sont restés au cas. Aujourd'hui, Maître Yahya Agbo-Iboi n'est plus, mais vous êtes des enfants d'un même père, on peut le dire de cette façon-là. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, des gens d'un même père peuvent se retrouver? Mais rien n'est impossible en politique. En politique, on ne dit jamais, jamais. N'est-ce pas? Donc, tout est possible. La meilleure preuve est que, c'est vrai que pendant cette période-là, il y a certains parmi eux qui ont pris des positions extrémistes, avec des dénigrements, avec des trucs, mais tout ça, moi j'ai passé l'éponge. Et beaucoup d'entre eux, moi, on se rencontre. Et je discute avec un certain nombre d'entre eux aujourd'hui. Moi, je prends de la hauteur par rapport à ces problèmes-là. Parce que nous avons un problème commun. Ce n'est pas les petites querelles de chapelle là qui vont nous faire sortir de nos difficultés actuelles. C'est pour ça que il faut être capable, si tu es politicien, tu veux le bien d'un peuple, transcender parfois ces problèmes internes, ces problèmes interpersonnels là, pour aller vers quelque chose de plus grandiose pour le pays. Parce que c'est le sort du Togo qui nous intéresse aujourd'hui. Bien, merci. Nous nous retrouverons sans doute à Kouvé le week-end prochain pour l'inhumation de l'ancien président du comité d'action pour le renouveau. Si nous avons le temps, nous reviendrons sur sa mémoire ou son combat politique. Le téléphone, allô? Allô? Agbo-Iboi, c'est quelqu'un qui a symbolisé les droits de l'homme au Togo, l'ouverture, parce que tantôt dans mon introduction, j'ai parlé de Sorabi. Certains peut-être qu'ils ne sauront pas pourquoi j'ai parlé de Sorabi, parce qu'à un moment donné, dans ce pays, la commercialisation de cette boisson n'était pas autorisée. J'ai également parlé du défenseur des droits de l'homme, celui qui s'est battu pour la question de la faune, notamment dans le nord du pays, mais également dans certaines zones au sud d'ici. De son combat, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste beaucoup. Il reste beaucoup parce que Agbo-Iboi a une dimension au Togo aujourd'hui. Son nom est collé, intimement lié aux droits de l'homme. On ne peut pas parler des droits de l'homme aujourd'hui au Togo sans parler de Maître Agbo-Iboi. Parce qu'il a été le grand précurseur. Souvenez-vous, je l'ai dit tantôt dans mon intervention, nous étions dans le parti unique où tout est verrouillé. Tout est totalement verrouillé. Et vous ne pouvez même pas causer entre vous, échanger sur la politique. Mais c'est progressivement avec sa stratégie qu'on a réussi à débloquer par la CNDH, la mise en place de la CNDH. Parce que la création même de la CNDH, c'est toute une histoire. Comment il a procédé pour amener Yalema à accepter la création de la CNDH. Alors qu'il savait qu'avec la CNDH, c'est un outil qui se donnait pour régler un certain nombre de problèmes en matière des droits de l'homme. Donc, le problème de la liberté d'association, la liberté de presse, la liberté de religieuse, tout ça, mais ça, c'est Agbo-Iboi. Le problème de Sodabi dont vous parlez. Mais chez nous, vous savez, la richesse en milieu Ouachi, c'est le palmier. Mais avant, les gens avaient les palmiers, mais ils ne pouvaient pas faire le Sodabi parce qu'on les arrêtait. Alors, donc finalement, c'est avec son intervention que finalement cette affaire-là a été définitivement réglée. Et aujourd'hui, les gens font de la richesse dans nos milieux-là avec le Sodabi. Donc, je crois que son nom, il a fait quelque chose de grand. C'est vrai que le pouvoir cherche aujourd'hui à nous reprendre ces espaces de liberté, à reprendre l'espace, ce que nous avons conquis avec lui, de haute lutte et consacré par la conférence. Mais le pouvoir essaie de réduire tout ça là. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de croiser les bras et regarder tout ça là de manière amusée en nous contentant seulement des dénigrements. Nous devons reprendre la lutte et nous reprendre nos espaces et limiter le pouvoir dans ces errements. Bien, merci. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom?
Oui, à côté, depuis à côté, parler un peu plus fort, malheureusement à côté, on l'a perdu, mais j'ai ici la réaction de Fiagan Vidrakou, qui est un des acteurs du parti Nouvelle Vision. Il dit cette reconnaissance vis-à-vis de Maître Agbouibo est plaisante et belle. La vie continue au-delà de nos différents. Bonjour à Maître Agbouibo. Merci. Merci à M. Fiagan. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierrot. Bonjour, quel est votre nom? C'est M. David Noukafou. David Noukafou. Oui, oui. Oui, vous êtes là. Oui, bonjour l'invité. Bonjour M. David. Oui, vous avez répondu à la question de M. Kwame que si quelque chose se passe au Togo, c'est pour nous tous. Mais actuellement, l'emploi du Togo, l'emploi du Togolais est cassé. Par exemple, à Amina, tout récemment, on vient de renvoyer 3000 et quelques personnes. Et la radio aussi avait interpellé aussi l'opposition. Et il y avait un de vos agents qui ont dit que l'opposition ne veut pas intervenir. Mais tout à l'heure, vous venez de répondre que c'est l'affaire à nous tous. Comment vous, les responsables des partis politiques, comment vous essayez d'analyser et finalement, c'est-à-dire étudier ces cas-là pour que ça finisse. Parce qu'à Amina aussi, il y a la plus grande partie ont voté l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde là, tout le monde qui sont actuellement, et ils ont intégré une lettre de pardon là, et que plus de 800 personnes qui ne sont pas rentrées là. Comment vous réfléchissez à l'avenir? Bien, cher ami David, merci de nous avoir appelé depuis Noukafou. C'est vrai qu'il y a cette actualité liée aux emplois perdus dans la zone franche, notamment à Mèche-Amina. Ça a fait l'actualité il y a quelques semaines. On n'en parle plus assez. On ne sait pas vraiment ce qu'est devenu cette actualité-là. Mais on l'avait eu, cette actualité, avec des emplois menacés, perdus pour un certain nombre de Togolais qui travaillent là-bas. En zone franche. En tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Qu'est-ce que éventuellement vous pouvez apporter comme contribution pour que cette Togolais-là ait des solutions assez favorables? Oui, ben, vous avez raison. Mais on n'a pas, notre parti n'a pas été indifférent au problème qui s'est passé. Comme c'est la plupart de ceux qui travaillent à Amina, c'est des jeunes, le parti est passé par la structure de sa jeunesse pour sortir un communiqué pour condamner ce qui s'est passé. Donc, le parti a pris position sur le problème que les personnes qui sont licenciées ont subi à Amina. On n'est jamais resté indifférent. Et jusqu'à présent, on continue à réfléchir, à prendre des contacts pour que ce problème-là à Amina soit réglé. On a des parents parmi ces 3000 personnes-là. Mais la manière dont le problème est abordé comme si les gens n'avaient pas le droit de revendiquer de meilleures conditions de travail n'est pas juste. Dans toute entreprise, même s'ils sont en zone franche, lorsque les conditions ne sont pas bonnes, ils ont le droit de demander l'amélioration de leurs conditions de travail. Alors maintenant, si on prend le gros bâton pour dire oui, mais on les licenciés, que c'est pas le bien, il faut qu'ils viennent demander pardon. Ça, c'est une approche que nous n'apprécions pas bien, mais il faut trouver une solution pour que tout ce beau monde-là retrouve leur emploi. Il y a la question de Romarickson à l'Union. En réalité, la deuxième partie de sa question portant sur l'Union de l'opposition, cette partie a été déjà abordée par notre invité, mais il y a une question qui revient très souvent et Romarickson la remet sur le tapis, c'est la question de la nature de la démocratie au Togo. Il dit, est-ce que le Togo est-il une démocratie? En réalité, cette question, elle revient très souvent. Bon, oui, ben, c'est-à-dire que dans plusieurs pays du monde, on parle de démocratie, mais chacun applique la démocratie à sa manière. Bon, les règles parfois qu'impose la démocratie, qui veut que le mode de dévolution du pouvoir soit le mode par les élections propres, transparentes, équitables. Mais si ces règles-là ne sont pas appliquées de manière correcte dans un pays donné comme le nôtre, on met la démocratie comme au point d'interrogation. Mais la démocratie, c'est une question de démarche. On doit tendre à la démocratie. Bon, on part de quelque chose
Mais on doit un jour arriver justement à avoir les conditions que nous souhaitons tous. Pour que lorsque celui qui est élu et qui est à la tête du pays soit élu, j'allais dire, dans des conditions telles que tout le monde soit satisfait. Et c'est ça, justement, que nous recherchons. C'est vrai que ces conditions ne sont pas remplies chez nous et nous devons être toujours sur la voie en quête de parvenir, justement, à ce que nous recherchons. Allô? Est-ce que nous avons un auditeur? Allô? Non, pas encore. Nous allons continuer par parler de démocratie puisqu'on sait que bientôt il va y avoir un sommet convoqué par les Américains. Et malheureusement, le nord du Togo ne figure pas parmi les pays qui sont invités à prendre part à ce sommet. Et ça fait plaisir à certains, et ça fait graisser les dents à d'autres. Je ne sais pas le cas dans lequel vous êtes. Est-ce que sur des convocations ou sur des situations de ce genre, est-ce que ce n'est pas gênant quand on est togolais que le nord de son pays ne figure pas parmi les pays invités à prendre part à ce type de rencontre? Nous sommes au FDR, nous sommes républicains, pas nature. Nous voulons nous battre pour que réellement notre pays devienne une vraie démocratie. Donc, on ne peut jamais être heureux que notre pays soit omis sur la liste de ceux qui doivent participer à ce grand rendez-vous. Mais tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous devons faire en sorte, les gouvernants doivent faire en sorte que, ils ne doivent pas être tout seulement préoccupés par leur position actuelle. Ils doivent penser aussi à l'avenir du pays. Eux, ils passeront. Ils passeront, mais le nom du Togo restera. Qu'est-ce qu'ils en font? Et qu'est-ce qu'ils en feront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est ça qui doit être notre préoccupation à nous tous. Il faut faire du Togo quelque chose d'aimé partout, où s'impose la loi, la règle, le respect de la règle, de la loi. C'est ce que nous devons rechercher. Ne pas utiliser seulement l'existant pour martyriser certains, pour terroriser certains, pour créer des conditions malsaines partout, utiliser la justice pour embrigader les gens, pour les humilier. Et puis après, quel est le nom, quelle est la grandeur qu'on donne à notre pays, à l'extérieur? Mais on risque de subir des humiliations pareilles. Et c'est pour ça que nous avons fait allusion la dernière fois que qui doit être fait, il faut que ça se fasse en un moment donné. Nous devons rechercher le bien-être de tous. Rechercher le bien-être de tous, ce n'est pas seulement les micmacs ou les projections que le pouvoir fait, mais est-ce que ça correspond aux réalités du moment? Vous vous rappelez, lorsque on a été à notre discussion là, qui s'est terminée bizarrement, bon, nous sommes allés là-bas parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas que par le dialogue qu'on peut régler les crises dans notre pays. Mais nous sommes allés pour aller voir ce qui se passe là-bas. Nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé. Mais les quelques bribes de résultats qu'on a, ils ne l'ont pas mis en application. Ils ont édulcoré la loi sur la manifestation, croyant que dans un pays, lorsqu'on fait taire l'opposition, on refuse toute manifestation. Mais c'est ça qui est la solution. Or, celui qui est au pouvoir a besoin de l'opposition, a besoin des manifestations de l'opposition, les contestations pour s'améliorer. Mais on croit que dans notre pays, c'est faire taire les gens, c'est brimer les gens, et qui est la solution. Et nous avons dit oui, mais ce dialogue, et qui doit déboucher probablement sur ce qu'ils appellent les élections régionales. Mais l'utilisation qu'on veut faire des régionales pour aller installer un Sénat, nous avons dit non, ce n'est pas ça la solution. Vous avez dit quelque part que les conclusions ont été édulcorées. Oui, je dis, et c'est ce que je vous rappelle. Parce que lorsque vous arrivez à eu des discussions avec des partenaires, tant de l'opposition que de la majorité, les conclusions là, vous devez tout faire pour les mettre en application. Mais c'est comme si on est allé quelque part, on a discuté, c'est comme si c'est juste des propositions qu'on fait et que c'est eux qui doivent le mettre en application comme bon leur semble. Ce n'est pas ça, le dialogue. Le dialogue ne doit pas être ça. Lorsque vous, péniblement, difficilement, vous arrivez à échanger des jours et des jours et que vous parvenez à des conclusions, il faut que ces conclusions soient mises en application. Mais au-delà de la mise en application des conclusions, on a appris qu'il devait y avoir un comité de suivi. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? En fait, je vous pose la question puisque c'est vous qui avez pris part. C'est justement, c'est l'écart que je suis en train de dénoncer. Si les choses devaient normalement être faites dans les règles, après les conclusions qu'on a publiées,
on doit mettre le comité là en place qui doit veiller à la concordance des conclusions sorties justement de ce dialogue-là avec les lois qui doivent être votées à l'Assemblée nationale. Il y a la question de Kossi Amévo, c'est sans doute la dernière question de nos auditeurs. Il parle de la situation des détenus politiques. Est-ce que vous en avez discuté avec le G5, les représentants des ambassades ici? Non, pour le moment, pas le G5 en tant que parti, mais ces questions-là ont été évoquées justement au cours du dialogue. Et nous avons insisté lourdement pour que les problèmes qui nous poursuivent depuis des années, je prends le problème des incendies des marchés de Lomé et de Kara, où les gens sont encore en détention, où les gens sont morts dans cette affaire-là, le problème des arrestations des hommes politiques, nous avons demandé qu'on prenne le gouvernement prenne des mesures d'apaisement pour que le problème des incendies là soit réglé et que les gens qui sont en détention soient libérés. Mais nous sommes sortis de ce dialogue-là, je ne sais pas, ça fait combien de temps maintenant, mais vous n'avez pas vu quelque chose bouger de ce côté-là. Et c'est ça qui nous fait nous interroger parfois. Lorsque on vous sollicite et que vous allez de bonne foi participer à ces choses-là, et que les résultats, on a l'impression que ça ne contribue pas à grand-chose. Alors, c'est ça qui fait d'ailleurs dire à beaucoup de Togolais, lorsque vous allez à cette discussion, mais pourquoi vous allez encore là-bas? Pourquoi qu'est-ce que vous allez chercher encore un dialogue avec les gens du gouvernement? Ce n'est pas bien. Notre pays ne sortira de cette difficulté lorsqu'il y aura de la sincérité de part et d'autre à faire quelque chose pour unir les Togolais, pour ramener la paix et la concorde dans notre pays. Parce que le désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui ne construira rien du tout. Vous parlez de désordre, vous parlez du gouvernement. Il faut dire que le gouvernement est dirigé par une femme. Il semble que les femmes dirigent mieux que les hommes. Non, mais en fait, c'est ce qui est dit souvent. Mais qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle est Je ne parle pas du Togo personnellement, mais en fait, quand on parle de la gestion de la chose publique, il semble que la gestion de la femme, elle est faite de... Oui, mais des gens ont montré l'exemple ailleurs, hein, quand vous prenez Angela Merkel qui est en train de partir maintenant en Allemagne, après avoir fait, je crois, 16 ans à la tête de l'Allemagne. Elle a marqué durablement ce pays-là, incontestablement. Merkel a été une grande dame qui a tenu l'Allemagne d'une main de fer, mais pas dans la violence, en brutalisant, en collaborant avec les autres pour que le pays soit grandi. C'est comme ça. Un gouvernement doit tendre la main à son opposition, tendre la main à tout le monde pour faire grandir le pays. Est-ce que c'est pas ce qui a été fait en début d'année? Où? Oui, mais en fait, tendre la main, vous vous êtes retrouvés avec... Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui comme résultat? Ce n'est pas ça. Non. Moi, je crois que le problème... il faut sortir de l'image qu'on se donne aujourd'hui comme un gagé, machin, avec des arrière-pensées. Oui, on peut passer par là pour régler tel problème ou tel autre. Sortons de tout ça. Prenons des risques parfois. Le gouvernement aussi doit prendre des risques. Lorsque vous allez à des conclusions de ce genre, les conclusions, même s'ils croient que ça peut les menacer dans la maîtrise ou de la conquête ou la maintenance du pouvoir, mais ça doit pouvoir se faire. Parce que à vaincre sans péril, on triomphe toujours sans gloire. Tu parlais de femmes qui dirigent le gouvernement au Togo. Elle est de la même localité que vous, Madame Dogbetomega Victoire. Quelles sont les relations que vous entretenez avec elle? Vous la connaissez personnellement? Ben oui, vous l'avez dit, elle est de chez moi. On n'est pas des ennemis. Elle est une sœur de préfecture. Donc, vous échangez de temps en temps? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire que le problème est que ce que je reproche parfois, je nous reproche peut-être au gouvernement, c'est que dès qu'on est sur le terrain politique, les relations humaines deviennent quelque chose de compliqué. C'est ça qui est regrettable parfois. Mais moi, je fais l'effort que ce soit la conception que moi j'ai de la politique, ce n'est pas faire des gens des ennemis.
J'ai entendu également un énergumène la dernière fois me dire... Non, mais quand on parlait d'énergumène... Il me dit, mais pourquoi moi, si moi, on sait que moi je suis ami à Jean-Pierre Fabre et que je suis ami à Boudjouna, donc des gens comme ça n'ont pas le droit d'exister au Togo. Mais ce n'est pas... C'est quelque chose d'incongru. S'il y a des conseils à donner à votre sœur, c'est lesquels? Non, c'est-à-dire que les conseils... En quelques secondes. Bon, quel conseil? C'est-à-dire qu'elle est à la tête elle est à la tête du gouvernement. Mais je souhaiterais qu'elle gouverne ce pays en faisant table rase du parti auquel elle appartient et gouverner pour l'ensemble des Togolais. Elle doit considérer le pouvoir comme quelque chose qui doit apporter le bien-être à tous les Togolais, pas seulement aux membres de son parti politique. Mais tel qu'ils prennent le problème aujourd'hui, si on doit aller réaliser quelque chose dans tel milieu, on dit, si vous ne votez pas pour nous, on ne vous donne pas d'électricité, on ne vous fait pas ceci. Si vous ne militez pas au RPT ou au UNI, bon, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas ceci, ce n'est pas ça. Vous avez pris le pouvoir, mais vous gouvernez le pays pour l'ensemble des Togolais. C'est le conseil que moi je lui donne. C'est votre conseil pour le chef du gouvernement. C'est sur ces conseils-là que nous allons mettre un thème à cette émission. Sans doute aussi, vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'est sans doute aussi votre dernière invitation au cours de cette année. Et il nous reste à animer 2 ou 3 émissions avant la fin de l'année. L'émission que vous venez de suivre sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Roy Thiobé. Je vous retrouve dimanche. Au revoir.